Bienvenue dans cet épisode de votre podcast Les Ombres LGBTQ+. Je suis Bueno et je suis votre hôte du jour. Nous aborderons l'homophobie meurtrière en Afrique. Nous avons le privilège d'accueillir une véritable force du changement dans la lutte pour les droits LGBTQ+. Tout d'abord, j'ai envie de dire bonjour à mes amis fidèles, Art et Yuri. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Salut les ombres, hello Yuri et le Bueno, j'espère que vous allez bien aussi. Salut les ombres, salut Art, salut Bueno, ça va et vous? Écoutez, moi je vais très bien, merci. Et dans cet épisode, nous allons explorer les différentes formes d'oppression auxquelles sont confrontées les personnes LGBTQ+ en Afrique, les défis auxquels les activistes doivent faire face et les actions entreprises pour promouvoir l'égalité et la justice. Nous allons également discuter des réussites et des espoirs pour un avenir plus tolérant. Et sans plus tarder, accueillons Oli. Bonjour Oli, bienvenue et merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Bruno. Je m'appelle Olivia Hervy. Je suis chargée de mission Afrique du comité IDAO France et militante LGBTQ+ depuis 2005. J'ai rejoint le comité IDAO il y a 5 ans et avant j'ai milité seule avec moi-même et pour moi-même, face contre tous. Et aujourd'hui, j'ai rejoint le comité IDAO France dont je ne suis plus seule dans ce combat. Voilà. Oli, je souhaiterais vous demander, c'est quoi le comité IDAO concrètement? Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs à quoi ça consiste? Le comité IDAO France, IDAO BIT, c'est une organisation qui est mondiale, qui a été créée par un Martiniquais. La journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie a été créée par un Martiniquais. C'est devenu une journée qui est célébrée le 17 mai partout dans le monde. Et IDAO-BIT regroupe en fait tous les organismes qui militent justement pour la défense des droits des minorités sexuelles. Dans le comité IDAO France, c'est la partie française du comité IDAO-BIT. Donc il y a le Canada, il y a les États-Unis, il y en a un peu partout dans le monde, il y a en Asie aussi. Et le comité IDAO France, en fait, c'est une partie militante de la défense des droits des minorités sexuelles en France. Et moi, j'ai proposé au comité IDAO France de faire la partie Afrique parce que le IDAO-BIT n'existe pas en Afrique. Moi, en tant que militante LGBT sur le continent africain, parce que moi, je milite essentiellement sur le continent, jusqu'ici, c'était à travers les réseaux pour la sensibilisation essentiellement. Je n'ai pas fait de Gay Pride en Afrique. J'ai pas participé aux réunions de défense des minorités sexuelles sur le continent africain. Au contraire, c'était uniquement sur les réseaux. Après plusieurs années à militer toute seule sur les réseaux, j'ai proposé au comité IDAO France il y a 5 ans de créer la partie Afrique dont je suis chargée de mission. Alors, mon rôle, c'est quoi en tant que chargée de mission Afrique du comité? C'est que sur le continent africain, essentiellement l'Afrique francophone, parce qu'on a aussi le Kenya, on a le Malawi, on a l'Ouganda, on a tous ces pays qui criminalisent, le Nigeria qui criminalise et jusqu'à la peine de mort. Moi, je m'occupe de la partie Afrique, donc c'est-à-dire le Bénin, le Cameroun, le Sénégal, et puis d'autres petits pays où ce n'est pas pénalisé, où il y a quand même de la répression. Quand je reçois des messages des jeunes LGBT qui sont chassés de leur famille, qui sont dans la rue, qui se prostituent, qui savent pas quoi faire, qui savent que moi je défends, on m'écrit, on me dit voilà, je suis à la rue, je dors à tel endroit, ma famille m'a foutu dehors, je ne sais pas où aller. Et il faut un soutien. Le soutien, c'est pas forcément moral. Le soutien, il peut être financier aussi. Il faut des assos locaux. Et en tant que femme qui vit en Occident, c'était difficile pour moi de convaincre une association locale à 2 heures du matin de dire il y a un jeune qui est dans une rue. Est-ce que vous pouvez ouvrir les portes? On ne sait pas qui je suis. En intégrant le comité IDAO France et en passant par le comité IDAO France pour pouvoir travailler essentiellement avec les associations africaines, ça me permettait de pouvoir avoir un contact direct sans qu'on ait la peur. Parce que vous savez, les associations officiellement en Afrique ne sont pas des associations de défense des minorités sexuelles. Ils ont d'autres couvertures que je ne citerai pas. Donc, ils sont un peu dans la méfiance parce qu'on ne sait pas qui est qui. Donc, j'ai vraiment demandé au comité IDAO France de créer la partie Afrique. Non pas que la France va intervenir sur le continent africain pour ce qui est des minorités sexuelles. Non, le comité IDAO France me sert, moi, en tant que militante sur le continent africain, de passerelle via les assos locaux,
via l'aide financière et juridique, parce que quand les gamins sont en prison, il faut payer des avocats. Et cet argent, il faut le trouver. Et moi, pour le trouver, il faut que j'aille cogner la porte des ONG internationaux. Et ces ONG ne peuvent me faire confiance que si je viens au nom du comité IDAO France. Et c'est comme ça que je peux obtenir de l'argent pour payer les frais de justice et pour éviter la prison à certains, ou pour réduire les peines pour des personnes qui ont déjà été condamnées, ou pour faire appel et mettre un peu certains pays au pied du mur, comme l'affaire Shakiro, où à un moment donné, avec la pression médiatique, grâce au comité, on s'est dit on peut obtenir des résultats. Mais je pouvais pas le faire toute seule. Vous nous dites du coup que vous intervenez aussi dans le milieu carcéral. Comment ça se passe en général? Alors, comment ça se passe en général? Moi, j'ai commencé à intervenir dans le milieu carcéral il y a 3 ans. En fait, quand Shakiro était en prison, j'ai découvert qu'il y avait énormément d'LGBT en prison qui n'avaient pas la parole. L'affaire Shakiro m'a fait comprendre que c'était pas le seul minorité sexuelle à se retrouver en prison au Cameroun. Il y en avait beaucoup. Une véritable chasse à l'homme. Quand on les arrête, on les emmène au commissariat. Ils passent devant le juge assez rapidement. Et très rapidement, ils sont envoyés en prison. Donc, les familles n'ont même pas le temps de se retourner. Et quand les familles apprennent qu'on les a arrêtés dans un barguet, parce qu'on a quand même quelques barguets clandestins à Douala qui sont connus et reconnus des policiers ou même de la population, quand ils sont arrêtés à la sortie d'un barguet ou tout simplement dans un milieu reconnu pour, les familles, quand ils apprennent que le fils est LGBT, au final, faites de lui ce que vous voulez, on n'en veut plus. Donc, c'est des gamins qui se retrouvent seuls, qui n'ont pas droit à une justice équitable, qui n'ont même pas droit à une justice tout court, et qui se retrouvent en prison sans avocat, sans jugement, sans rien. C'est-à-dire que c'est un crime sans victime. On vous arrête pour suspicion d'homosexualité, vous n'avez pas droit à un avocat parce que vous n'avez pas les moyens d'en payer. L'État camerounais ne commet pas d'avocat d'office. Donc, vous vous retrouvez devant un juge avec le ministère public contre vous et vous prenez 5 ans ferme. En fait, concrètement, il s'agit juste de suspicion, parce que le fait de sortir d'un barquet, tout de suite, vous êtes Non, au Cameroun, on personne n'enferme pas pour délit d'homosexualité parce qu'il faut avoir des preuves. C'est-à-dire que il faut trouver 2 adultes en train d'avoir des relations sexuelles, ce qui pourrait être dans un lieu privé, donc c'est-à-dire leur vie privée. Mais ça, c'est même pas le cas. On les arrête pas parce qu'on les a trouvés dans une chambre en train d'avoir des relations sexuelles. On les arrête pour tentative d'homosexualité ou suspicion d'homosexualité ou simplement parce qu'ils sont efféminés ou malheureusement, et ça, c'est ce qui est dramatique, c'est que quand on a de l'argent, on peut pas aller en prison, même si la terre entière sait qu'on est gay. Ce sont des gamins qui n'ont pas d'argent qui vont en prison. On les oblige à déverrouiller leur téléphone, on va dans les WhatsApp, on check les conversations, si on trouve des images un chouïa érotico gay, c'est la preuve que t'es gay, mec. Et c'est comme ça que tu vas prendre 5 ans ferme. Du coup, Oli, de ce fait, est-ce qu'il y a une corrélation, est-ce que vous pensez qu'il y a une corrélation entre le milieu social et l'homophobie exprimée à l'égard des individus LGBT? Mais bien sûr qu'il y a une corrélation entre le milieu social et l'homophobie ambiante dans les quartiers populaires. Quand on vient d'un quartier aisé, je prends un exemple. Je ne veux pas citer le nom de cette personne, mais je vais donner des détails et n'importe qui on saura de qui je parle. Je parle de cet homme, un homme important, de la trame des grands chefs d'entreprise à Douala, très connu dans le milieu du business à Douala, dont le fils travaillait dans un ministère important à Yaoundé. Quand ce fils a jeté du 9e étage un jeune gamin avec qui il entretenait une liaison, il n'a jamais été en garde à vue. Tout le monde savait que ce fils était gay, mais il n'a jamais été en prison parce que c'est un fils d'eux. Quand vous n'êtes personne, vous avez plus de chances d'atterrir en prison pour suspicion d'homosexualité qu'être le fils d'eux et venir très, 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 très librement au Cameroun et sortir dans les boîtes, faire les courses. Tout le monde le sait. Mon ami, dont je ne citerai pas le nom, dans la famille, c'est-à-dire les frères, lui, son frère, son autre frère, tout le Cameroun sait qu'il est gay. Ça n'a jamais été un problème. Quand il arrive, il est reçu dans les plus hautes sphères de l'État, avec tous les honneurs qui vont avec. Parce que l'homosexualité en soi au Cameroun, c'est à géométrie variable. On criminalise les gamins qui n'ont pas d'argent. On criminalise les enfants de ceux qui se débrouillent. Dans le milieu politique camerounais, on a des enfants. Je vais donner un exemple. Albert Zongan, pardon, je suis obligée de citer un nom.
Son fils ne vit pas au Cameroun, hein. Son fils, il vit quelque part en Europe, il est acteur de films pour adultes. Le père le sait, tout le monde le sait, mais si demain il va aller en vacances au Cameroun, il ira en vacances au Cameroun. OK? Il n'ira pas en prison parce que c'est un fils d'eux. Et je lui en veux pas. Chouchou, si tu m'entends, je t'embrasse parce qu'on se parle tout le temps en DM. Je lui en veux pas parce que tu es qui tu es, c'est pour ça qu'on t'aime. Et parce que tu as la chance d'avoir un papa qui te permettra d'aller au Cameroun et venir si tu en as envie. Ce n'est pas le cas de tous les Camerounais. Du coup, quel constat faites-vous de l'homophobie en Afrique, sachant que un pays comme le Sénégal pénalise de 5 ans de prison à un homosexuel et un pays comme le Bénin ou la Côte d'Ivoire ne criminalise même pas Oui. l'homosexualité. Quel est le constat que vous faites, vous, qui êtes dans le milieu? Le constat que je fais en fait, c'est que si tu es gay, il faut avoir un bas de laine quelque part au cas où. Si tu es gay et pauvre, pardon de dire ça, la pauvreté, ce n'est pas simplement un statut social. Tu peux être un gay, un chef d'entreprise. Si tu te fais pas tuer comme Dédé s'est fait égorger chez lui à Bonapriso, mais là, pour le coup, euh, même si ce n'était pas un meurtre homophobe, c'était plus une jalousie d'une histoire entre les amants. Mais il y avait une caméra de vidéosurveillance chez lui et j'étais la première à recevoir les images et envoyer sur la caméra le visage des personnes qui l'ont égorgé, puisqu'on a vu comment il a été égorgé dans sa chambre, attaché avec du. Les flics n'ont jamais rien fait. Donc pour moi, ça reste encore une forme d'homophobie parce qu'un crime a été commis. Mais même si la personne était gay, même si c'est un de ses amants qui l'aurait tué, parce que d'après mes enquêtes dans le milieu LGBT, le gars sur la vidéo avait eu des relations avec Dédé et puis bon voilà, ça s'est terminé, Dédé avec quelqu'un d'autre. Bref, anyway, aucune enquête n'a jamais été ouverte. Ça dit, il est mort comme ça, cadeau, d'accord? Donc c'est pour dire que ce n'est pas forcément le fils d'eux. Dédé, c'est un gars qui avait commencé à Doualaba à vendre de l'alcool. Il s'est fait petit à petit. Après, il a eu un bar, 2 bars. Tiens, les établissements de nuit, il a gagné de l'argent comme ça, il avait énormément d'argent. Donc, c'était quelqu'un qui avait de quoi pouvoir payer les flics si jamais, parce qu'il est toujours question d'argent, si jamais il se fait arrêter, voilà, il paye et puis il est libre. Donc, si tu es gay, il faut avoir un bas de laine, sauf si tu as un papa qui est, comme on dit, qui a le bras long. Mais si tu es juste un entrepreneur, un mec normal qui n'a pas de relation dans les hautes sphères de la République, il faut toujours avoir des petites économies quelque part au cas où on t'arrête. Sinon, ce sera Nebel et ensuite PK19 pendant 5 ans au moins. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Après, il reste la solution de la pression médiatique, sauf que ça ne marche pas avec tout le monde. Dans le cas Shakiro, ça a marché parce que toute la toile connaissait Shakiro. Et parce que tout le monde se disait que je pleurais dans le vide et que ça allait pas fonctionner. Donc, c'était comme une pièce de théâtre où il y avait les spectateurs, il y avait l'actrice principale, c'est-à-dire moi. Il y avait l'acteur principal qui était en prison, donc on ne voyait pas, et il y avait moi dans le second rôle et qui était en scène pratiquement tous les jours pendant 6 mois. Et un jour, ça a fonctionné, oui, mais ça marche pas à tous les coups. D'où peut venir cette homophobie supposée culturelle et institutionnelle des pays d'Afrique? Alors, moi, mon intime conviction vient du fait de cette société patriarcale qui est l'Afrique noire en général, et même l'Afrique du Maghreb, parce qu'on a aussi des persécutions au Maghreb, du fait que l'homme doit être, c'est l'homme. L'homme, c'est lui qu'on porte à bout de bras, c'est l'homme qui, voilà, il faut être un homme, comme dirait, tu dois être un homme, mon fils. C'est religieux. La plupart du temps, qu'on soit catholique, musulman, peu importe, c'est la religion. Dans les prêches, dans les églises, on prêche l'homosexualité comme une abomination. Et Dieu seul sait ce que les prêtres ont pu faire à des gamins dans les sous-sols des églises catholiques. Mais devant les fidèles, on prêche un autre discours. On prêche pas la tolérance, comme on dit, parce qu'en l'église, on prêche la tolérance de tu aimeras ton frère, blablabla et compagnie. Moi, je suis chrétienne, donc j'ai rien contre les religions proprement parlées. C'est que entre ce qui se dit dans la Bible réellement et ce qui se dit par les révérends, les prêtres, tous ces prédicateurs religieux, pour eux, en fait, c'est un homme qui va avec un homme, c'est de l'abomination parce que on est sur terre pour se reproduire. C'est dans la conscience collective, c'est si ton père avait eu des relations avec un autre homme, tu serais pas né. Alors qu'on a des couples hétéros qui n'arrivent pas à procréer naturellement, qui vont peut-être passer par la GPA s'ils ont les moyens,
ou peut-être l'adoption s'ils ont les moyens, ou subir le regard des femmes qui ont des enfants et vivre avec jusqu'à la fin de leur vie et qui ne sont pas gays, qui souffrent d'autant plus ne pas avoir d'enfants. Donc, si tu veux, on n'est pas tous sur Terre pour procréer, puisqu'en étant hétéro, on n'est pas certain d'avoir des enfants. Mais dans la conscience collective, un homme qui va avec un homme, c'est la fin de la population mondiale. C'est un homme, ça va avec une femme pour faire des enfants. Donc, et malheureusement, pardon de dire ça, c'est que dans les classes populaires. C'est uniquement, pardon de dire ça, c'est dans les classes moyennes, voire même des familles pauvres. Parce que les gens riches ne font pas beaucoup d'enfants. Donc, enfanter, ce n'est pas leur raison d'être sur Terre. C'est de chercher de l'argent, c'est de gagner de l'argent, c'est d'asseoir un pouvoir. C'est la puissance du fric. Les gens qui ont fait des études, qui ont une certaine ouverture d'esprit, qui ont voyagé, qui sont ouverts au monde, ont d'autres objectifs que d'enfanter. Et puis, il y a des personnes, pardon de dire ça, où les enfants, c'est une richesse. Oui, c'est vrai, les enfants, c'est une richesse. Moi, j'ai un fils dont j'en suis très fière, c'est ma richesse. Mais ce n'est pas le but ultime sur Terre, avoir des enfants. Donc, vous supposez quand même que la plus grande cause, le plus grand fléau vient quand même de la religion. Par rapport Ça vient à de la religion, ça vient des mentalités, ça vient de l'éducation qu'on donne nous-mêmes à nos enfants. Ça vient de l'éducation qu'on donne nous-mêmes à nos enfants. Ça vient du milieu qu'on fréquente, les discussions qu'on a à table, qu'on le veuille ou non. Quand un enfant de 2 ans entend les adultes discuter, il s'imprègne de ce qui est dit. Quand on voit une image à la télévision, que ce soit politique, sociétale ou religieux ou peu importe, les discussions, même si ça prend 2 secondes, l'enfant va ressentir. Je prends un exemple tout simple. Si dans un film, un homme et une femme s'embrassent, pardon, mais le père ne va pas cacher le visage de son gamin de 2 ans parce qu'il y a 2 adultes qui s'embrassent dans un film. Par contre, si c'est un homme et un homme, la réaction, sur un gamin de 2 ans, si le papa a une réaction de rejet, un gamin d'à peine 24 mois va se rendre compte que ce qui se passe là est mal. Il ne se fera pas sa propre idée du monde, il grandira avec l'éducation qu'on lui donne sur ce qui est bien ou mal. Et l'homophobie commence au moment où on décide que ce que tu es ne correspond pas à ce que la société attend de toi. Et pourquoi on peut penser ça? C'est parce qu'en grandissant, on nous a expliqué que la société, dans les têtes bien pensantes, c'est noir ou blanc. Ça peut pas être autrement. Et du coup, est-ce que vous pensez que l'homophobie dans nos pays en Afrique, c'est aussi une homophobie par suivi, due à ces mœurs-là? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que quand on regarde dans certains pays européens, ça existe encore aujourd'hui. Dans certains pays asiatiques, ça existe encore aujourd'hui. Ce n'est pas du tout, comme je le dis, c'est vraiment, pardon de dire ça, mais c'est vraiment selon le milieu dans lequel on grandit. Parce que je me suis rendu compte en tant que militante depuis des années et beaucoup sur Facebook, j'ai commencé en 2009-2010 quand je suis arrivée sur les réseaux, à poster en petite dose parce que je recevais énormément d'insultes, voire même des menaces de mort. Et dès 2013, j'ai commencé à dire vous ferez avec ou vous dégagez. Voilà, si vous me bloquez pas, c'est que vous pouvez le tolérer, on se tolère. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que, en fait, dans l'affaire Shakiro, je me suis rendu compte qu'au Cameroun, il y a pas autant d'homophobie qu'on le croit. Il y a pas, c'est pas comme on pourrait l'imaginer, en fait. J'ai vraiment remarqué dans l'affaire Shakiro que si l'homophobie existe, comme partout, mais non, ils sont pas prêts à tuer réellement quelqu'un parce qu'il est gay ou parce qu'elle est folle ou parce que... Et quand j'ai lancé une cagnotte en ligne, effectivement, beaucoup de femmes ont donné. Il y a eu des hommes aussi qui ont donné et qui m'ont dit, moi, techniquement, si mon fils est gay, moi, je le tue, mais je te donne pour soutenir parce que j'admire ton combat. Et je lui ai dit, mec, t'es pas homophobe. Il faut juste que tu te fasses à l'idée que si c'est ton gamin, tu l'aimeras quand même. Crois-moi. On en a rigolé, mais c'est parce que lui, il faut qu'il franchisse le cap de... Il accepte de me filer 80 € en m'expliquant que moi, j'adhère pas, mais je te soutiens. Mais c'est le genre de mec qui m'aurait même pas dit, c'est-à-dire, il m'aurait bloqué à la minute où j'aurais... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça dit, il m'a fallu du temps. J'ai compris que l'homophobie, proprement parlé, c'est vraiment dans les couches populaires, des personnes pauvres. La pauvreté, c'est pas simplement financier, c'est aussi, c'est aussi la pauvreté intellectuelle, tout simplement. C'est, comme je l'ai dit, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. En fait, quand j'ai parlé de suivisme tout à l'heure, je voulais justement mettre l'accent sur le fait que
Ça, vous avez dit, vous avez fait une cagnotte, beaucoup de gens ont contribué et j'ai l'impression en fait que dans les mentalités générales même, beaucoup essaient de justifier leur homophobie par des faux arguments en fait, mais qu'au final, ce n'est pas que à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est pas ça en fait. Dans la mesure où quand on voit sur les réseaux les gens s'exprimer là-dessus, tu as vraiment l'impression que pour eux, il y a vraiment mort d'homme. Mais dans les faits, on dirait que eux-mêmes, ils auront du mal à te dire pourquoi est-ce qu'ils sont contre. Parce qu'ils n'arrivent pas réellement à trouver de réels points d'attache. C'est juste parce que le voisin est homophobe. C'est connu que être homophobe au Cameroun, voilà, c'est l'opinion de la majorité. Donc, du coup, par association, tout le monde se joue les homophobes. Est-ce que, en soi, c'est réellement le cas? Bon, je pense que vous avez plus ou moins déjà répondu à travers la petite expérience que vous avez racontée. Alors, moi, je vais répondre encore. Je vais aller plus loin et vous répondre. Pendant la période Shakira Oloro, je recevais des messages, tu poses les pieds au Cameroun, on va te brûler. Tu fais la promotion de la domination. Restez là-bas avec ça. Ces histoires-là, ça passe pas. Et si tu mets les pieds au Cameroun, on te brûle. Moi, je suis revenue au Cameroun plusieurs fois et je peux t'assurer que j'ai pas eu peur d'être brûlée, en fait. Pourtant, il pourrait, hein. Tu sais, on pourrait me verser de l'essence et mettre le feu. J'aurais même pas le temps de faire ouf que je serais en train de cramer. Entre ce qui se dit sur les réseaux et la réalité, il y a un décalage. Bien sûr qu'il y a une réelle homophobie. Il y a une homophobie d'État. Il y a une machine étatique qui autorise le citoyen lambda à faire justice lui-même contre d'autres citoyens. C'est pas moi, honnêtement, le Camerounais lambda, ce n'est pas vraiment lui le grand problème. Parce que si demain, moi, je veux simplement qu'il y ait un moratoire sur la question. Parce que la dépénalisation, on est très loin. Mais si demain, il y avait ne serait-ce qu'un moratoire sur la question des violences sur les minorités sexuelles, ça arrêterait déjà toutes les arrestations et ça permettrait à la population d'arrêter d'attraper des gamins et de les conduire au commissariat en pensant rendre service à la société en disant, on l'a vu dans un barguet, on l'a vu habillé en fille, comme des vidéos qui circulent, on déshabille, on tabasse et on ramène au commissariat. Et on pense faire quelque chose de bien et on espère même être récompensé. Si demain on pense qu'on n'a pas le droit de faire ça, ça ne se fera plus. Pour moi, le problème, ce n'est même pas la population, c'est cette machine étatique qui donne le pouvoir à la population de tuer. Ne pensez-vous pas que les États et les gouvernements, avec la complicité des chefs religieux, essaient de détourner le regard des Africains sur les vrais problèmes de l'Afrique, tels que l'accès aux soins, l'éducation des jeunes, l'immigration clandestine, le chômage des jeunes, en les nourrissant de discours populistes, de faits divers autour de la question de l'homosexualité, car des pays comme l'Ouganda, le Kenya ont créé des lois criminalisant l'homosexualité. Quel est votre point de vue sur la question, s'il vous plaît? Comme je l'ai toujours dit, le Cameroun ou le Sénégal a des problèmes plus graves que remplir les tribunaux avec des gamins parce qu'on les soupçonne de pas être assez virils. Quand dans un tribunal, on a un juge, une juge, ça fait 2. Le greffier, ça fait 3. Le procureur, ça fait 4. En gros, on a le ministère public constitué de 5 personnes qui ont fait des études de droit dans un tribunal et on a 3 gamins amaigris avec une seule avocate, maître Alice Com, à qui on laisse même pas le temps d'en placer une parce que le papier de renvoi est déjà prêt. C'est-à-dire que on a des gamins qui sont en prison depuis 2 ans. Ils ont déjà été au tribunal 7 fois. C'est-à-dire que 7 fois de suite, le ministère public s'est constitué dans une salle d'audience. Pendant ce temps, on a des vrais criminels qui sont dehors. On a des vrais criminels qui sont en train de piller les caisses de l'État. On a des vrais criminels qui sont en train de détourner des fonds publics. On a dans un tribunal, on a un ministère public qui arrive dans un tribunal avec un dossier comme ça et 3 gamins dont le plus jeune a eu 19 ans en prison, l'autre a 23 ans et le plus âgé a 31 ans. On a 3 gamins affamés, amaigris, assis, ne sachant même plus quelle heure il est. Et on est là avec des criminels sans victime. Leur seul tort, c'est de ne pas être ce que la société attend d'eux. On les juge parce qu'ils ne sont pas assez bien pour cette société. On a 3 gamins dans un tribunal assis complètement amaigris. Parce qu'après 1 an de maltraitance carcérale, on les juge parce qu'ils ne sont pas assez virils. On les soupçonne d'être
homosexuels. Et pourtant, il suffit d'aller dans n'importe quel carrefour de Douala, d'avoir une montre, et en 3 minutes, tu as un vrai criminel qui va te l'arracher et sa place, c'est en prison. Mais lui, non. Non, parce que, pardon de dire ça, parce que le fait qu'un voleur de sac, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de prendre des gamins sans défense et de noyer le poisson pour gagner du temps, pour ne pas résoudre les vrais problèmes. C'est ça le Cameroun. Parce que le vrai problème est ailleurs. Le vrai problème est ailleurs. Ce n'est pas la chasse aux homosexuels pour remplir la nouvelle prison qu'ils ont construite à plus de 20 kilomètres de Douala, dans un endroit où tu peux même pas t'évader. Moi, j'y suis allée et j'y retourne là bientôt. Ça dit, même si on ouvre les portes, de toute façon, là-bas, il n'y a pas de barrière. Ça dit, même tu peux pas te fuir. Tu as 52 hectares, tu vas fuir pour aller où? C'est là qu'on entasse des gamins qui sont là pour un SMS envoyé à un autre gamin. Un SMS. Et que cet autre gamin l'a piégé sur un site gay, soi-disant. Ça dit que tu as des gens aujourd'hui au Cameroun, on leur donne le pouvoir de détruire des vies. Tu t'inscris sur Grindr ou je sais pas, n'importe quel site localisable. Tu donnes rendez-vous à un mec, tu le tabasses, comme il a rien à te donner, t'appelles les flics et tu leur dis, ah ben moi je suis pas gay, hein. J'ai juste piégé, il est tombé dans le panneau. Lui, il rentre se coucher chez lui, l'autre finit en prison. On a des problèmes plus graves au Cameroun et aujourd'hui, on a des gamins en prison pour ce genre de conneries. On lui dit au commissariat, si tu as 500 000, on te libère. Mais il les a pas. On le transfère le lendemain, direction le procureur et c'est la prison. Et quand il rentre, il sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Parce qu'il y en a qui sont en détention provisoire depuis 3 ans, voire 4 ans. Et quand on va les juger, on va leur donner 6 mois. Mais il est en prison depuis 4 ans, bordel. Pour un crime qu'il n'a pas commis. Et des fois, on le libère parce qu'on se rend compte finalement que, ben non, on l'a arrêté par erreur. Mais au bout de 4 ans, et quand on le libère dans cette nouvelle prison en Goma, il sort, il sait même pas s'il doit aller à gauche ou à droite. Il a pas une thune. La prison est à des kilomètres de Douala. Il sort. Moi, j'ai vu un gamin sortir. Bon, lui, c'était pas pour homosexuel. Il avait volé des câbles. Il m'a dit, Paula de Côté, c'est où? Il me dit, je vais à Bonabéry. Je m'étais quand même très loin de Bonabéry, là-bas. Il me dit, s'il commence à marcher, j'arrive quand? J'ai dit, dans 3 jours. Si tu commences à marcher, tu seras à Bonabéry dans 3 jours. Tu sors de prison après 2 ans, oui. On t'a pas donné d'argent? Ben non, j'ai rien. J'ai mon levé d'écrou. C'est tout ce que j'ai. Je dis, assieds-toi là, je vais rendre visite à quelqu'un et au retour, je t'emmène à Bonabéry. C'est ça le problème. C'est qu'au lieu de résoudre les vrais problèmes de ces personnes qui braquent dans les quartiers et qui agressent, qui terrorisent les personnes chez elles, non, les flics patrouillent le soir pour chercher un mec pas très viril à arrêter. Et si par malheur, il n'a pas d'argent sur lui, ben, il est parti pour 5 ans. 5 ans. Et il va passer 4 années avant qu'on lui explique qu'il a pris 1 an. Oui, mais il a déjà passé 4 ans en détention. Il sort de là, il a été violé, mais 1 an incalculable de fois. C'est pour ça que je me suis engagée. Mais ça n'a pas changé, en fait. Donc, ce qui s'est passé avec Roger, ce qui s'est passé avec Eric, ça n'a pas changé. Ça fait 10 ans, c'était en 2013, nous sommes en 2023, rien n'a changé. Pourquoi se concentrer autant sur ça? Pourquoi autant haïr? Pourquoi mettre autant toute son énergie? Qu'est-ce qu'il y a à cacher derrière, en fait? Quel est le poison derrière tout ça? Moi, j'appelle ça la distraction, pardon. J'appelle la distraction et malheureusement, il y a aussi, tu sais, tous les arrestations ne conduisent pas forcément en prison. Quand on a le soutien de sa famille, quand on a le soutien de ses parents, ça peut vous éviter la prison. Mais 80% n'ont pas le soutien de leur famille. Moi, je vais revenir à la raison réelle pour laquelle je me suis engagée dans ce combat. Et après, vous comprendrez pourquoi je parle de soutien familial. C'est-à-dire le drame dans le drame. Moi, je me suis engagée dans ce combat quand on a tué mon meilleur ami, qui s'appelait Eric, qui était journaliste à Yaoundé. Eric était journaliste, il a été tué chez lui. Ils l'ont repassé. J'ai encore les images de son corps dans mon téléphone. Et de chaque téléphone, je transfère ces images pour ne jamais oublier. Eric a été tué par les homophobes. Et je pense que la mort d'Eric a déclenché chez moi quelque chose. Et j'ai commencé à m'intéresser au cas des LGBT au Cameroun. Et très rapidement, j'ai pris connaissance du cas de Roger. Roger, j'ai mis un post sur Twitter il n'y a pas si longtemps à l'approche de l'anniversaire de sa mort parce que lui, il est mort en janvier 2014, mais il avait été arrêté au même moment que la mort d'Éric, en fait, 1 an auparavant. Il est parti en prison. Roger a été condamné à 2 ans ferme
pour un SMS, un seul SMS. Et le mec avec qui Roger échangeait des SMS, c'était pas juste un SMS comme ça à un inconnu. C'est quelqu'un avec qui il avait commencé à échanger. Ils ont commencé à flirter ensemble. Ils ont échangé des SMS. Et ce SMS a atterri dans un commissariat, toujours comme d'habitude. Un matin, ils sont venus arrêter Roger à la maison, chez lui. La suite, c'est que Roger est parti en prison. Roger a été condamné à 2 ans de prison. En prison, il a été violé. Il a été maltraité. Il a attrapé le VIH en prison. C'est pas le VIH qui l'a tué. Sa famille lui avait tourné le dos, ajouté au rejet de la famille, à la dépression, au viol, au rejet de la prison. Et après, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe à l'intérieur de la prison quand on est gay. Puisque si je vais beaucoup, c'est qu'il y a des raisons pour lesquelles je suis obligée d'aller à la prison pratiquement tous les 3 mois. À l'époque, il n'y avait pas ce système-là qui avait été mis en place en prison, dont les gays étaient systématiquement rejetés, maltraités, torturés, étaient beaucoup en cellule d'isolement. Et la cellule d'isolement, je vous épargne les détails parce que tu fais caca sur place. Bref, tu peux rester des semaines avec, ça, il n'y a pas de souci. Des fois, ils y vont 30 jours. 30 jours sans se laver, à chier sur place. Donc, je vous dis pas le détail. Roger a été violé en prison et quand il est tombé malade, ils l'ont sorti de prison, liberté provisoire, et ils l'ont envoyé à un goumou, quelque part à Yaoundé, dans sa famille. C'est la famille qui a demandé à récupérer Roger. Il pensait vraiment qu'il allait retrouver sa famille. Et en fait, la famille récupérait Roger pour terminer le travail. Ils l'ont enfermé au sous-sol, ils l'ont laissé mourir, soi-disant pour le soigner de son homosexualité. L'État a commencé, la famille a terminé. Je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit plus qui est des Roger. Que l'État décide de mettre une vraie chasse à l'homme, les familles doivent être là pour protéger les leurs. Je me suis engagée pour ça, pour dire aux mamans, aux femmes, on accouche un enfant, on n'accouche pas son cœur. On doit l'aimer, quoi qu'il advienne. On ne tue pas son propre gamin parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on, de ce que les autres vont penser. C'est pour ça que je me suis engagée. Est-ce que j'ai eu des résultats? Oui. Oui, en 10 ans, j'ai des résultats. J'ai des résultats parce qu'il y a des mamans qui m'écrivent, qui soupçonnent leur gamin et qui me demandent comment faire pour que le papa, quand il va l'apprendre, ne le tue pas. Bon, le tuer, c'est une métaphore. Ne le mets pas dehors, ne le brutalise pas. Elle a besoin de mon aide. Et elle et moi, on doit trouver un moyen pour faire passer la pilule au papa. Ce qui n'est pas simple. Ce qui n'est absolument pas simple. Mais des fois, ça marche. Mais sur le papa aussi, le moment, il est tellement choqué qu'il veut rien savoir. Mais après, petit à petit, il fait avec. Oui, j'ai obtenu des résultats que je ne pensais pas possibles. Et parce que ces familles-là, c'est parce qu'elles n'ont pas de soutien. Elles n'ont pas de soutien, elles n'ont personne à qui parler. C'est-à-dire une maman qui découvre que sa fille, son fils n'est pas hétéro, a tellement peur du qu'en dira-t-on qu'elle préférait mourir que d'essuyer la honte. Et c'est là où je me dis, elles n'ont pas à avoir honte. Elles n'ont pas à avoir honte. Elles ne doivent rien à personne. Elles ne doivent absolument pas de compte à rendre à qui que ce soit. C'est mon gamin. C'est ton gamin. Elles doivent dire, c'est mon gamin. C'est nous tous contre le reste du monde. Vous ne nous aimez pas. Mais nous, on s'aime parce que c'est nos enfants. C'est ça que j'essaye en me disant, si les familles font bloc, effectivement, ces gamins-là, elles ont moins de chances de se faire arrêter parce que quand elles apprennent et qu'on les met dehors, ils se retrouvent à Ange Raphaël. Bon, c'est peut-être l'endroit le plus connu de Douala, mais il y a d'autres endroits sur Douala. Ils traînent dehors, ils dorment dehors. Forcément, à 80%, ils finissent dans un commissariat un soir et la suite, on connaît, c'est la prison. Avec toutes ces oppressions, pour beaucoup, la seule solution, c'est l'exil vers des terres d'accueil. Quelle est la logistique? Quelles sont les actions menées par votre comité dans ce cadre-là? Quelle est la procédure? Comment ça se passe dans les pays d'accueil? Alors, ça se passe, c'est assez simple. On est très soutenu par la Belgique, le Canada et la Suisse. La France, beaucoup moins. Et pourtant, l'ancien ambassadeur de France, celui qui était avant le marshal ou le maréchal qui est là en ce moment, il connaissait mon combat, on parlait régulièrement et j'ai souvent eu besoin de visa humanitaire, mais ça tardait à arriver. Quand il y a des réelles persécutions, après la sortie de prison, dans un premier temps, c'est toujours de voir si on peut réintégrer sur place, parce que le déracinement, ce n'est pas la solution non plus. Mais quand on est face à un vrai danger comme Shakiro, où on peut tuer ces gamins à tout moment, dans la mesure où, à chaque sortie,
c'est la baston, on déshabille, on filme. Enfin, voilà, il y a plusieurs vidéos, elle faisait taper à chaque fois. On sait qu'elle a laissé au Cameroun, ce sera la condamnée à mort. Donc forcément, on demande un visa humanitaire. Et pour demander un visa humanitaire, moi, je me rapproche en constituant un dossier. Évidemment, je suis pas seule, via les ministres belges, parce qu'en fait, les ambassades directement, ça marche moins bien. Là, par exemple, dans le cas Shakiro, il a fallu la ministre belge qui intervient pour que le visa soit accordé assez rapidement. En Suisse, c'est pareil. Dans les cantons pour lesquels on peut collaborer, comme le canton de Vaud et le canton de Genève, on a des assos avec lesquels on travaille directement. Donc, c'est-à-dire, on va envoyer le dossier à un asso sur place qui est un avocat qui travaille avec l'assos, qui va plaider auprès du chef du canton, qui va plaider à l'ambassade du pays de la personne pour que le visa humanitaire soit accordé. Et pour que le visa humanitaire soit accordé, il faut des garanties ici. Les garanties sont simples. Qui va l'accueillir? Où est-ce qu'il va vivre? Le temps d'être statué. A-t-il un passeport valide? Dans le cas Shakiro, Shakiro est venu sans passeport. Shakiro est venu avec un document des Nations Unies parce que Shakiro n'avait plus de passeport. Et vu là où elle était planquée, elle ne pouvait pas rentrer dans un ambassade du Cameroun, faire un passeport. C'était retour au Cameroun et la tôle direct. En n'ayant pas de passeport et en étant dans un autre pays africain, il a fallu un laissez-passer des Nations Unies pour que Air France accepte d'embarquer Shakiro. Et encore, il a fallu que l'ambassadeur de Belgique se déplace d'Abuja à Lagos pour pouvoir intervenir parce qu'à 1h du matin, l'avion n'avait toujours pas décollé puisque on avait un passager sans passeport avec un document, avec un visa collé dessus, mais pour eux, sans passeport, pas d'embarquement. Donc, si tu veux, c'est des choses qui sont compliquées. Mais ce n'est pas toujours le cas parce qu'on a la chance souvent d'avoir des personnes qui ont des passeports valides au moment où les persécutions arrivent et peuvent naturellement obtenir un visa humanitaire, ce qui est plus facile avec un passeport, qui sera le Canada, même si ça fait un peu loin, c'est l'option qui marche souvent. La Belgique, la Suisse, voilà. La France, très peu. On en a, mais j'ai plus de chances d'obtenir un visa belge ou un visa suisse qu'un visa français. Parce que même avec les preuves de persécution, la France a encore du mal à lâcher les visas humanitaires. C'est un fait. Il y a pas des lois qui régissent la protection des personnes LGBT à l'international, comme ça a été le cas, par exemple, spécifique de Shakiro, mais qui peuvent être appliquées pour à peu près toute personne se trouvant en situation de danger. Et est-ce que les États sont dans l'obligation de les respecter ou ils peuvent y faire abstraction? Alors, justement pour le cas du Cameroun, et je vais parler du cas du Cameroun. Alors, l'Iran, l'Arabie Saoudite n'ont jamais signé la Convention de Genève, dans cette Convention des droits de l'homme. Le Cameroun, si. Dans le Cameroun le Cameroun lui-même bafoue un traité qu'il a signé. Parce que, à l'article 11, il a indiqué que chaque citoyen naît libre et égaux. L'article 347 du Code pénal camerounais a été rajouté après 1982. Parce qu'elle n'existait pas. Cet article n'existait pas. Sur Amadou Ahidjo, l'article n'existait pas. Ça a été rajouté après. Bien sûr, je pense à la pression des religieux. Donc, les relations sexuelles entre personnes adultes est puni je sais plus de combien jusqu'à 200 000, de 200 000 à 500 000, je crois, et de 5 ans de prison. Tu sais, moi, c'est un article que j'ai du mal à lire tellement ça me gonfle. Quand on signe cette convention des droits de l'homme et qu'on ne la respecte pas, on est déjà face à quelque chose qui n'est pas acceptable aux yeux de la communauté internationale et même de la Cour européenne des droits de l'homme. Simplement, le Cameroun est un État souverain. Et je ne vois aucun pays, puisque les ambassades qui sont sur place, personne ne va essayer de faire de l'ingérence par rapport aux lois d'un pays. C'est-à-dire que le Cameroun, il signe des traités qu'il ne respecte pas, il applique au grand jour et ça ne dérange personne. C'est pareil comme le Sénégal. C'est que de vue de l'extérieur, on ne peut pas les obliger à respecter les lois. On n'a aucun moyen d'empêcher le Cameroun de continuer les persécutions. On n'a aucun moyen. La seule chose qu'on essaye encore et qui, pour l'instant, malheureusement, risque d'être compliqué, c'est de proposer un moratoire sur la question en sachant que le temps qu'ils vont mettre à réfléchir là-dessus, on va arrêter les persécutions et libérer des personnes qui sont déjà en prison. En fait, j'aurais aimé savoir comment vous le gérez mentalement, comment vous vous sentez par rapport à ça au quotidien et comment vous arrivez à tenir, en fait, parce que c'est quand même des choses assez lourdes. Donc, comment vous en sortez? Comment vous gérez la situation, vous, personnellement? Comment je gère, c'est difficile, honnêtement. Quand je suis en France,
je suis pas confrontée directement à ça. Quand j'arrive au Cameroun et que j'arrive à la prison, j'ai la chance d'être bien accueillie par les régisseurs. Je dis bien les régisseurs parce qu'on a 2 prisons maintenant. Et aussi parce que je donne. Moi, quand je suis partie, pas cette année, mais l'année dernière, j'avais fait à manger pour 200 prisonniers qui devaient aller à l'infirmerie. Donc, j'ai donné aux régisseurs et ils sont allés distribuer à l'infirmerie. J'ai discuté avec le régisseur parce que le régisseur ou le DCA, c'est des personnes qui doivent mettre de l'ordre dans une prison. Et moi, si je veux que mes gamins, comme je les appelle, ne soient pas torturés, ne soient pas maltraités, ben, j'ai besoin d'avoir leurs promesses. Leur promesse, c'est de passer des messages au chef cellule, de veiller à ce qu'on ne les abîme pas. Ça a l'air con, mais j'emploie vraiment le terme parce que quand je suis arrivée dans la cour de la prison pour la première fois, ce que j'ai vu, je pense que jamais pleuré autant de ma vie. Quand j'ai vu où dormaient ces enfants LGBT, c'est-à-dire que là, en ce moment, il pleut. Écoute-moi. Pour avoir une cellule à Neubel, c'est 170 000. Les chefs cellules, ça change régulièrement. C'est-à-dire, je vais payer 170 000 pour qu'ils dorment à l'abri. Parce que quand on parle de cellules, ils sont 24 dedans, hein. Donc, c'est pas non plus des chambres VIP. Mais si un chef cellule change et que le nouveau qui arrive est homophobe, tu finis dehors. Et l'argent, tu oublies, hein. Parce que les 170 000, c'est pas le régisseur de la prison. C'est le chef cellule qui prend et qui décide si tu dors en dehors de la pluie. Mais si le homophobe, tu lui donnes même des millions, tu dormiras pas en dehors de la pluie. C'est-à-dire que quand il pleut, ils se mettent contre le mur, ils se soutiennent debout et ils se mettent pour ne pas, ils prennent la pluie de côté, mais ils se tiennent debout, ils dorment debout. Et quand il pleut pas, ils peuvent se coucher au sol, dans la cour, à même le sol de la cour. Et encore, si on les fait pas dormir dans les chiottes. C'est-à-dire qu'ils sont en prison dans la prison. Quand un gamin passe 1 an, il sort de là abîmé, psychologiquement, mentalement. Donc la solution qui lui reste, c'est le suicide. Parce qu'il y a des gamins, quand ils sortent, c'est pour mieux pour se laisser mourir. Parce que quand tu sors, t'as plus ta famille, t'as personne pour t'accueillir. En fait, la seule chose qui te reste, c'est le vouri. Et beaucoup vont sauter dans le vouri. Et ça n'émeut personne. Moi, j'apprends des fois des semaines plus tard. Et des fois, je me demande pourquoi je me suis battue pour le faire sortir de prison. C'était pas mieux de le laisser en prison. Parce que si j'avais su qu'il allait se suicider, je l'aurais pas essayé. Donc, aujourd'hui, la solution, quand ils sortent, c'est, tiens bon, on voit avec le Bénin, la Côte d'Ivoire, un pays voisin pour recommencer à zéro. Parce que nouveau pays, air frais, envie de vivre. Parce qu'en les laissant au Cameroun, il y a des chances qu'il se suicide. Parce qu'il va vivre dans la même vie où sont ses parents qui ne lui adressent plus la parole. Et quand tu as été violé en prison, tu ressors martyrisé. Psychologiquement, tu es détruit. Tu as zéro réconfort. Tu as perdu ta famille. Tu as perdu ta dignité. En fait, tu as le sentiment d'être un déchet pour la société. Pourquoi vivre quand on ne sert à rien? Donc, moi, je m'arrange avec les régisseurs pour qu'on ne les maltraite pas, pour qu'ils ne sortent pas détruits psychologiquement et qu'ils aient envie de se battre pour enfin aller dans un endroit où ils pourront enfin vivre. Tout simplement vivre. Je ne demande rien, juste qu'ils puissent vivre, vivre. Si vous aviez un message à faire passer à ces jeunes qui découvrent leur sexualité, qui sont dans la lutte pour leur liberté, ce serait lequel? Quel message je pourrais souhaiter à un jeune qui découvre sa sexualité? Bah, déjà, dis-toi que tu es quelqu'un de normal. Voilà, c'est pas une maladie. Tu es juste comme tu es. Fais une réflexion sur toi-même. Accepte la personne que tu es d'abord avant même d'en parler à qui que ce soit. Je pense pour avoir discuté avec des jeunes qui crise de panique, se sont dit qu'il fallait qu'ils se mettent avec des femmes pour voir si ça allait passer. Non, c'est l'attirance qu'on a pour quelqu'un. Ce n'est pas un homme ou une femme. On aime un être humain. On n'aime pas un sexe. On aime l'humain. Donc, si tu es attiré par un homme, alors que parce que tu es un homme toi aussi, tu aimes la personne que tu vois. L'attirance, on ne choisit pas. C'est comme ça. Tu fais une réflexion sur toi-même. Tu fais la paix avec toi-même. Accepte la personne que tu es. Et seulement tu pourras en parler. Pas forcément faire ton coming out tout de suite, mais en parler à quelqu'un en te préparant au jugement qui peut arriver, parce qu'il pourrait avoir un jugement. Mais dis-toi, qu'on m'accepte ou non, je suis comme je suis.
Et si tu t'acceptes toi, tu as fait le plus gros du travail. Les autres devront faire avec. Mais c'est toi qui dois leur faire comprendre qu'ils doivent t'accepter pour ce que tu es et non pas pour ce que eux ils aimeraient que tu sois. Nous arrivons à la fin de cet épisode consacré à l'homophobie meurtrière en Afrique et à l'engagement remarquable d'Oli. Nous espérons sincèrement que cette discussion a suscité en vous une réflexion profonde et une prise de conscience sur les défis auxquels sont confrontées les personnes LGBTQ+ en Afrique. Nous tenons à remercier chaleureusement notre invitée Oli, une activiste inspirante pour sa passion, son dévouement et sa persévérance dans cette lutte. N'oublions jamais que chaque vie compte, que chaque voix mérite d'être entendue et que chaque LGBTQ+ a le droit fondamental de vivre librement et en toute sécurité. Merci de nous avoir rejoints dans cet épisode et continuons à avancer vers un monde aimant et respectueux pour tous. Merci les ombres, merci les amis, merci Oli. Merci. À très bientôt. Merci, Oli. À très bientôt.